Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Le Bénin abrite depuis ce matin la 10e conférence internationale annuelle du Carité. L'événement aura lieu du 13 au 15 mars autour du thème Carité 2017, graines de changement. Le gouvernement envisage de construire une liaison autoroutière entre Sémé et Porte-Novo. Vous suivrez dans cette édition un reportage sur l'état de la route qui relie les deux villes. Et puis en Guinée, Aboubakar Sidiki Diakité est maintenant entre les mains de la justice de ce pays. Le militaire guinéen ex-aide de camp de Moussa Dadis Kabara, poursuivi pour de nombreuses infractions, a été extradé ce dimanche soir à Conakry par la justice sénégalaise. Bienvenue dans ce journal. Cela fait aujourd'hui 18 ans que Monseigneur Isidore de Souza s'en est allé. Au-delà d'un simple souvenir, cet anniversaire de décès a la particularité d'intervenir à un moment où les dirigeants béninois se préparent à réviser la Constitution du 11 décembre 1990. Retour sur la biographie et les actions du prélat avec Aristide Setti. Nous sommes responsables de ce qui se passera demain. 13 mars 1999, 13 mars 2017. Voilà 18 ans que Monseigneur Isidore de Souza, l'éminent prélat qui a su conduire avec dextérité et grandeur d'esprit l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990, s'en est allé. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang, qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou, est mort un samedi matin, frappé par une crise cardiaque à 64 ans. Issu d'une grande famille béninoise aux origines portugaises, Monseigneur de Souza fut le grand artisan de la transition démocratique après 17 ans de règne du général Mathieu Kérékou. Personnalité morale reconnue, il fut élu en 1990, président du Haut Conseil de la République, l'instance de transition chargée de mettre en place les nouvelles institutions politiques. Une mission délicate et sans précédent pour un homme d'église en Afrique que Monseigneur de Souza accomplit avec succès. Il a réécrit avec plusieurs autres acteurs une nouvelle page de l'histoire du Bénin. Depuis cet événement, et même s'il ne vit plus aujourd'hui, son nom reste à jamais gravé dans les mémoires de tous les Béninois. Ce 18e anniversaire est donc une nouvelle occasion pour se rappeler et méditer sur les grandes œuvres qu'il a accomplies sur cette terre. C'est le troisième produit d'exportation du Bénin après le coton et l'anacade. Il s'agit du Carité. Une conférence internationale lui est consacrée depuis ce matin à Cotonou. Elle regroupe des producteurs du Carité, du Bénin et ceux du Sahel sur le thème Carité 2017, les graines du changement. S'agissant du Bénin, son gouvernement entend accorder son soutien à la filière du Carité. Carité produit dans 5 départements du pays. C'est la 10e conférence sur le Carité qui a eu lieu ce matin. Les différents acteurs du secteur éducatif ont pris des mesures pour ne plus vivre les échecs massifs aux différents examens nationaux de l'année dernière. On s'interroge aujourd'hui sur l'efficacité de ces mesures. Qu'ont-elles produit comme résultat chez les élèves en classe d'examen? Que peut-on espérer des futurs examens à partir des résultats du premier semestre pour les uns, du premier trimestre pour les autres? Réponse dans ce sujet de Kano François et Denis Maouya. L'année académique 2016-2017 suit son cours normal et déjà nous sommes en mars. Pour ce mois de mars qui marque la fin du premier semestre pour les secondaires et celle du deuxième trimestre pour les plus petits du primaire, il est opportun de faire des projections concernant le taux de réussite aux examens nationaux de fin d'année en se basant sur les résultats obtenus par les apprenants. Pour les directeurs d'écoles primaires et CEG, les examens de fin d'année pourraient donner un taux de réussite satisfaisant vu les résultats obtenus par les apprenants à la fin de ce semestre. Nous avons tenu notre conseil avant d'aller en congé de détente. Nous avons délibéré
le conseil des professeurs a siégé pour étudier et analyser les résultats du premier semestre. Dans l'ensemble, globalement, ça tourne autour de 66%. Dans certaines promotions, la troisième, c'est là où ça a baissé un peu vers les 56%. Vers les terminales, il y a des classes qui n'ont pas bien travaillé et nous tournons autour de 50% aussi. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas alarmant. Pour les examens, je présage d'un avenir bien radieux, des résultats, n'est-ce pas, nettement meilleurs par rapport à ceux que nous avons enregistrés l'année dernière. Dans le rang des enseignants, le constat est le même, sauf qu'il y a une explication. Pour les cas d'examen, ce qu'on escomptait, on n'a pas eu. On n'a pas eu peut-être parce que on a mis un peu plus de rigueur dans le travail cette année. Donc, les enfants n'étaient pas habitués à cette rigueur, donc ça les a perturbés un peu. Encore quelques semaines, d'une part, pour les enseignants de dispenser et de finir le programme scolaire en cours, et d'autre part, pour les apprenants d'assimiler et d'être prêts pour les examens de fin d'année. Mais en attendant la fin d'année, continuons d'espérer que le taux de réussite aux examens nationaux de fin d'année soit meilleur que celui de l'année passée, même si les apprenants pour cette année semblent être encore dans l'ignorance du danger qui les guette. Et dans le même registre, malgré ces signaux positifs, il est de ces mots qui menacent la réussite massive des écoliers et élèves aux futurs examens. Au nombre de ces mots, il y a l'inexistence du suivi scolaire. C'est le cas dans le département du Koufou. Là-bas, tout le monde en parle, enseignants, responsables d'établissements et même élèves l'évoquent. Dans un tel contexte, le personnel enseignant de cette région n'a d'autre choix que d'appeler les parents d'élèves à un changement de comportement. Jonas Bouti. Des personnes interrogées à Azové et à Plahoué sont unanimes sur le fait que le suivi scolaire des apprenants ne fait plus la grande préoccupation de leurs parents. Il y a certains parents qui ne s'intéressent plus à l'étude de leurs enfants. Peu importe ce que les enfants font à l'école, ça ne les concerne plus. Ils n'arrivent même pas à demander la moyenne que leurs enfants ont eue à l'école. Nos parents ne savent pas que si on envoie l'enfant à l'école, il faut un suivi. Donc, eux, ils ont envoyé l'enfant. Donc, si l'enfant travaille ou pas, eux ne savent pas. Depuis mon arrivée ici jusqu'à ce jour, à peine une dizaine de parents se sont présentés à nous pour demander des informations sur leurs enfants. Chez les parents intellectuels que analphabètes, en milieu urbain que rural, la situation est presque la même. Azové, qui semble être un milieu urbain, est encore rural. Rares sont les parents qui viennent demander comment le travail évolue au niveau de leurs enfants. Avant, on pensait que c'était seulement les parents illettrés qui n'arrivaient pas à encadrer leurs enfants. Mais les parents lettrés que nous sommes, fonctionnaires de l'État, la recherche du quotidien fait que nous ne nous occupons pas comme il le faut de nos enfants vis-à-vis du cursus scolaire. Et on se lève le matin, et on donne l'argent, c'est vrai, et ce qu'ils doivent manger, et puis on se sépare, et ça fait peut-être pour la plupart du cas le soir. Le soir, on est fatigué, on s'arrange pour qu'ils mangent, et puis on s'endort. Le lendemain, le cycle reprend. Inquiets de cette indifférence des parents face à la nécessité du suivi scolaire de leurs enfants, le président de la Fédération des associations des parents d'élèves du Koufou s'est lancé dans des séances de sensibilisation dans la région. Ces derniers temps, nous avons multiplié des rencontres de sensibilisation au niveau des établissements scolaires, tant primaires que secondaires, ne serait-ce que pour attirer l'attention des bureaux sur le fait qui consiste à suivre les enfants depuis la maison à l'école et partout ailleurs pour que les enfants puissent vraiment se donner au travail. En attendant que les parents ne prennent leurs responsabilités, la conséquence de cette situation sur les rendements scolaires ne se fait pas attendre. C'est clair, le rendement sera faible parce que pour que ça marche, l'encadrement doit être réciproque. Les administratifs que nous sommes, nous devons être informés de ce que l'enfant fait et à la maison
Ça peut nous permettre d'avoir un regard particulier vis-à-vis de l'enfant. Et aussi, les parents, quand ils sauront que leur enfant se comporte de telle ou telle manière à l'école, et peut-être ne vient pas à l'heure, ou n'apprend pas ses leçons, ou bien ne traite pas l'exercice de maison, ça peut l'aider, ça peut aider aussi les parents à corriger, à nous aider dans ce sens. Donc, nous ne savons pas ce qui se passe à la maison, eux aussi ne savent pas ce que l'enfant fait à l'école. Bon, c'est sûr, ça ne marche pas. Pour ne pas se faire surprendre, les parents sont invités à se rendre dans les établissements de leurs enfants, qui pour la plupart cachent leurs bulletins scolaires. Ils cachent leurs résultats scolaires parce qu'ils savent que si leurs parents apprennent qu'ils ont des moyennes qui ne sont pas très bonnes, il peut y avoir des problèmes. Que les parents passent quand même chercher les bulletins de leurs enfants. À défaut des bulletins, quand même se rapprocher des membres de l'administration pour voir si effectivement leurs enfants se comportent bien dans le collège. Chaque parent doit prendre l'engagement vis-à-vis de lui-même pour suivre son enfant, aller au moins une fois par mois, s'enquérir de l'état du travail, du comportement de son enfant à l'école. Et puisqu'on se souvient du déchargement l'année dernière des directeurs d'école pour insuffisance de travail, il va falloir que les uns et les autres prennent leurs responsabilités encore qu'il est temps. Rendons-nous à présent sur nos routes. C'était l'un des sujets d'un des derniers points de presse post-Conseil des ministres, la construction d'une liaison autoroutière entre Semin et Porto-Novo. Quelques jours après l'évocation de ce sujet, nous sommes allés sur la route qui relie actuellement ces deux villes. La voie souffre d'une étroitesse remarquable et le pont de Porto-Novo est dans un état de dégradation avancée. Lorsqu'on annonce la construction d'une nouvelle liaison autoroutière, cela suscite de nombreuses réactions. Suivez ces ressentis dans ce sujet d'Aristide Setti, Anthony Nkes et Denis Maouya. Nous sommes sur le tronçon Semin-Porto-Novo. Cette voie, la seule infrastructure routière qui relie Cotonou, la capitale économique, à celle politique Porto-Novo, très exiguë, occasionnant pour la plupart du temps des accidents de circulation. Ce tronçon est l'un des plus difficiles à emprunter. Ici, le pont à l'entrée de la ville de Porto-Novo présente des signes de dégradation avancée. Réalisé en 1983 avec la coopération de la République fédérale d'Allemagne, cet ouvrage a supporté pendant 34 ans le trafic dense en provenance de Cotonou et même du Nigeria pour Porto-Novo. Pour faciliter l'accès à la capitale Porto-Novo et une meilleure circulation des personnes et des biens sur ce axe, le gouvernement béninois envisage la construction imminente d'une nouvelle liaison autoroutière entre les deux villes. Cette décision est bien appréciée par les populations qui ne cachent pas leur joie. Si nous prenons le pont que nous avons actuellement là, en passant là-dessus, tout le monde a peur, surtout moi. J'ai vraiment peur de prendre par le pont. On a même l'impression que ça veut se casser ou bien ça veut se briser en deux, se fendre. Nous voulons que vraiment ça soit réalisable avant que le gouvernement nous quitte dans les 5 ans à venir. Si vraiment s'ils peuvent faire ça là, on serait à l'aise. Sinon, même en conduisant là, même si tu maîtrises n'importe comment, tu auras peur. Parce que parfois, si les autres veulent dépasser là, tu as tellement peur, on peut te cogner sans que toi tu n'es pas dans un... tu ne conduis pas mal, on peut te cogner. Et voilà, la voie est trop restreinte et il n'y a pas d'espace. Si quelqu'un quitte là-bas, surtout au pont là, si tu es là, on a le cœur vraiment troublé et on ne s'appartient même plus avant de passer par là. Les gouvernements successifs qui sont passés depuis 1990 ont souvent évoqué la réalisation de cette infrastructure sans jamais la concrétiser. Et dans ces conditions, l'on est en droit de se demander si cette fois-ci, l'acte sera joint à la parole. Les usagers de la route restent néanmoins optimistes. Je ne peux pas dire que ce n'est pas faisable. S'il y a la volonté, c'est faisable. Donc dans les grands pays, déjà avec 2 ans, ils réalisent de grandes choses. Donc pourquoi pas au Bénin? Donc si vraiment le gouvernement tient à le faire, il le fera. En tout cas, d'après moi, ce que je sais, il le fera s'il tient vraiment. Si ça peut être vrai, on serait très content et on va beaucoup prier pour lui car le Seigneur va l'aider dans tout ce qu'il entreprend comme ça. En attendant le lancement officiel des travaux,
Les usagers devront continuer à subir les désagréments auxquels ils sont confrontés sur ce tronçon principal issu pour accéder au département de Lomé et du Plateau. Et quel pourrait être l'impact de cette liaison autoroutière sur le trafic routier entre Sémé et Porte-Novo? Écoutez les réponses de certains élus locaux. Cette décision va améliorer non seulement le passage vers Porte-Novo et ça va l'insécurité sur cette voie. Ça va aussi l'arrêter. C'est une très bonne décision et on ne peut que l'apprécier et remercier le gouvernement pour cette belle décision. Nous le souhaitons vivement et toujours c'est une affaire de volonté. Si la volonté y est et les moyens suivent, là ça peut se faire, ça peut se réaliser. Là on peut avoir confiance et croire à ce gouvernement qui pourra faire quelque chose avant la fin du mandat. Comme ils l'ont dit, qu'ils le fassent, puisque c'est dangereux qu'une seule voie donne accès à une grande ville comme Porto-Novo. Souvent, quand il y a un petit incident sur la voie, vous êtes confronté à un embouteillage monstre. Qu'ils fassent la voie et un second pont, ce serait très bon. Il faut que le gouvernement joigne. Mais c'est une bonne chose, hein? Et nous, si tant est que le gouvernement a décidé aujourd'hui de faire cette voie, de réaliser cette voie, ça doit être la bienvenue pour toute la population de Porte-Novo. Si cette voie-là est faite, en fait, ça va désengorger un temps soit peu la première voie qui mène qui passe par Tchèrbé et Bois-Saint. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne chose et nous sommes même pressés de voir cette voie-là se réaliser. Et ça va drainer un nouveau pont aussi que nous souhaitons, enfin, chaque jour que Dieu fait à Porte-Novo, nous souhaitons que ce pont-là aussi se réalise. Hors du Bénin, Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, est entre les mains de la justice guinéenne. Il a été remis aux autorités de la Guinée après que le Sénégal l'a extradé vers son pays. Toumba est recherché pour assassinat, complicité d'assassinat, meurtre et séquestration. Ces infractions ont un rapport avec le massacre qui a eu lieu le 28 septembre 2009 et dont les militaires étaient les auteurs. En Tanzanie, le parti du président Magufuli, au pouvoir, a procédé à l'exclusion de plusieurs membres. Parmi ses membres, il y a Sophia Simba, responsable de la Ligue des femmes du CCM, et Madabida, président de la section de Dar es Salaam du parti. Ils sont limogés pour sabotage. C'est une première pour l'actuel roi d'Arabie Saoudite. Le roi Salman est en visite au Japon. Jamais un monarque saoudien ne s'était rendu au pays nippon depuis près de 50 ans. C'est la suite d'une tournée qu'effectue ce roi et qu'il a déjà conduit en Indonésie et en Malaisie. Les habitants de la ville de New York peinent à survivre dans la ville de Docteville. Plus précisément, les populations sont confrontées au chômage. Dans ce reportage, les attentes sur le plan économique des autorités de cette ville vis-à-vis de Donald Trump. Dolgeville, dans l'État de New York, survit tant bien que mal. Autrefois, l'activité industrielle florissante de la ville garantissait des centaines d'emplois à ses habitants. Mais à la fin des années 1990, sa plus grande entreprise a délocalisé sa production à l'étranger. Le maire de la ville espère que Donald Trump va bientôt rapatrier des emplois dans la région. Si quelqu'un venait voir notre potentiel, peut-être que des entreprises reviendraient. Donald Trump veut que l'industrie revienne dans ce pays. Ici, c'est un endroit parfait pour ça. Dolgeville abrite encore quelques PME comme cette usine de battes de baseball. C'est l'une des plus grandes de la ville, mais elle n'emploie que 35 personnes. Parfois, on a 30, 40 personnes qui postulent pour un emploi ici, mais on ne peut pas toutes les embaucher. J'espère que reconstruire l'économie sera l'un des objectifs de Trump. Si vous regardez autour de nous, nos routes, nos ponts se fissurent. Les débuts de leur candidat Donald Trump à la Maison-Blanche sont agités.
Manifestation monstre contre lui à Washington, soupçon de contact avec la Russie, démission de son conseiller en sécurité et le fameux décret migratoire. Mais ici, loin de New York ou de Washington, ces revers semblent sans incidence. Suzanne Fogarty dirige avec son mari une entreprise d'équipement forestier. Inquiète pour l'avenir durant la présidence Obama, elle se dit désormais beaucoup plus confiante. Je ne sais pas si la Russie était impliquée dans l'élection ou pas, mais le peuple américain a voté et nous devons respecter ce qu'il a décidé. Les manifestations anti-Trump sont quasi quotidiennes, mais la bourse de New York atteint de nouveaux records. Les habitants de Dolgeville, eux, attendent avec impatience le détail des mesures promises par leur président. Et puis en sport, retenez que la Zambie est la nouvelle championne de la CAN Junior. Le pays a remporté cette compétition ce dimanche après avoir battu 2-0 le Sénégal. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci pour l'attention et à demain.